Manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est la dernière de la semaine. On arrive toujours avec beaucoup de soulagement justement pour avoir tenu la semaine avec vous. Auditeurs et auditrices, vous êtes nombreuses à pratiquer cette émission depuis plusieurs années déjà, depuis Nzérékoré, depuis Cancan, Labé, Mamou, Kindia, Bokeh, la plus vieille de toutes d'ailleurs. C'est toujours le même ravissement de vous retrouver les matins et vous aider à mieux comprendre l'actualité. Vous pouvez réagir comme d'habitude à cette émission à travers le hashtag #GG pour vous qui êtes sur Twitter ou tout simplement nous écrire même à travers l'étranger en faisant un message au +224 657 39 13 13. Le numéro s'affiche en bas, au bas de votre écran, ou tout simplement vous réagirez sur Facebook. Nous ferons le devoir de vous écrire. Facebook, c'est bien Espace TV Guinée. Vous pouvez y réagir. Et puis ces actualités dont nous vous avons parlé depuis quelques jours déjà. On se dit bien sur le cas Ousmane Gawal Diallo, ce n'est pas passé inaperçu de toutes les promotions qui ont fait du commentaire en Guinée. Celle de Ousmane Gawal Diallo reste, pour ainsi dire, la plus symbolique du principe d'inclusivité voulu par le CNRD. Quelques mois encore avant la chute d'Alpha Condé, il gisait dans les geôles de la République, opposant d'aile dure au régime, notamment sur le référendum constitutionnel de 2020. Il portait alors la voix de son parti, l'UFDG. Ce 5 septembre aura donc changé le cours de son parcours politique depuis son entrée au gouvernement comme ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, désormais renforcé du porte-parole du gouvernement de la République de Guinée. Comment lit-il cette évolution particulière de sa carrière politique? Quels sont les premiers constats qu'il a opérés au sein de son département et quelles seront ses priorités? Il nous expliquera également ses premiers actes qui ne sont pas passés inaperçus. Ousmane Gawal Diallo, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, porte-parole du gouvernement, il sera avec nous dans cette émission. Pardon, c'est du, comment on appelle ça, c'est du chat dans la gorge. On poursuit cette émission, cette question qui fait des misères aux Guinéens à travers le monde. Le passeport, vous l'avez deviné. La pièce semble devenue un métal rare depuis 2010. Si bien que pour nos compatriotes à travers le monde, voyager pour commercer, accéder à un emploi formel et même faire valoir ses droits à la nationalité guinéenne deviennent un parcours du combattant. Outre des frais particulièrement déraisonnables pour y accéder, ce sont les risques d'expulsion qui préoccupent davantage les Guinéens de la diaspora. Le passeport guinéen, quête impossible pour les Guinéens du monde, suivez ce matin une série de témoignages de compatriotes de la diaspora qui sont, pour ainsi dire, pris à partie par la problématique question du passeport. Lucien Blémou, il est communicant politique et institutionnel résident en France. Il nous parlera de ce calvaire pour les Guinéens de France. Aïssatou Chérif Baldé, elle est journaliste et promotrice en Allemagne de l'ONG Guinée Solidaire. Elle prendra la parole pour nous parler d'une question devenue une préoccupation pour l'ONG dont elle porte le combat. Et puis nous irons au Gabon. Boubacar Ba, il est guinéen du Gabon, il prend la parole avec nous ce matin, et pourquoi pas le Sénégal. Notre ami Yaya Baldé est en train de nous aura un répondant de qualité côté Sénégal. Ces sujets sont donc le menu de ce jour, de ce vendredi. Il est 9h passé de 8 minutes dans ce studio avec mes amis des matins, Mafoudia Bangoura, qui a changé de place ce matin. Ouais. Bonjour, tu es à ma gauche? Oui, je suis à ta gauche. J'aurais aimé t'avoir à ma droite. C'est mieux que je reçois à ta droite. C'est les gens de ma droite sont mes favoris. Les gens de ma gauche
Je les aime pas trop. C'est pas grave, on va expérimenter ça aujourd'hui, mais je sais qu'on continuera à s'aimer. De toute façon, bien habillé ce matin. Merci. Et toi qui nous as lâché hier avec la cravate, c'était super bien. Mais après, tu n'as pas supporté. Nous, on pensait que Tu sais, quand quand l'avion, le moteur vrombit, là. Voilà. Il a mis la une beauté dans la souffrance. Bon, il faut dire qu'Antoine aussi n'était pas de bonne foi. Il a serré. Donc, quand il parlait hier, sa voix vibrait. En fait, il s'est débarrassé de la cravate dans la deuxième partie. Vous sentiez ma voix vibrer, mais tout le pourtour là, quand je dis ça fait comme ça, non, mais c'était pas terrible. Jacques Léoua, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. C'est vendredi, on peut se le permettre à Tcharouno, Fallou. Merci. Non, Raymond. Voilà. Caps, comment vas-tu? C'est un plaisir de te retrouver tous les vendredis. Ouais, plaisir partagé. Bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Semaine chargée de coaching ou pas du tout? Bien sûr. D'accord. Et coaching individuel. C'est un plaisir de te retrouver sur ce plateau. Merci. Et puis, Djadia. Oui. Oui, elle est en Djadia, hein? La caméra, voilà. Mettez un gros plan sur elle. La Bonjour, guerrière. Djadia. C'est quoi la différence? Bonjour. Non, mais Avec les autres, différent, non? Elle oublie souvent ses yeux et souvent c'est quand elle arrive en studio elle fait comme ça. En fait, ce que vous n'avez pas suivi, il y a un jour, Tamba, je peux aller chercher mes lunettes. Est-ce que tu avais besoin de dire ça à la tête? Non, il n'y a pas de secret. Hein. Tu sais, en fait, c'est pour lire. Oui, Si je ne les ai pas pour lire, c'est un peu compliqué. Donc, il faut que je les porte. Il ne faut pas que tu me dises de lire quelque chose ici. Après, je fais comme ça. Les gens pensaient que c'est pour faire, c'est pour bluffer. C'est pour faire genre. C'est pharmaceutique. Oui. Je n'ai pas du tout les lunettes, mais là, je suis obligé de les porter. C'est vrai. Mais c'est vrai que ces questionnements, ça saoule des fois. Oui, mais tu vois, ça fait même mal. Ça peut même laisser des traces sur le nez. C'est pas agréable. C'est pas de gaieté de cœur que certains le portent. Surtout quand il y a du soleil et de la lumière comme ça. Diba Milibouno. Joe, je minimise pas lui. Comment ça va, Diba? Bonjour Tamba et bonjour à tous. Tout éclatant ce matin. Merci. Jacques, Maman. Ouais. Parce que si il me provoque, je parlais de lui ce matin. Je suivais le dépôt des candidatures au CNT. Après, ça me faisait bizarre de voir Diba avec tout son sérieux, avec les dossiers en main comme ça. Je sais pas. D'ailleurs, c'est à lui qu'on va donner la parole pour parler de SAMAF. Tu nous le rappelles. Alors, en tout cas, bonne chance, hein, Diba. Moi, j'étais au ministère de l'administration du territoire hier, et puis j'ai découvert la salle d'entrée là, totalement bondée de monde, et puis on me disait c'était beaucoup moins que ceux qu'il y avait en journée, et puis on est à plus de 7000 candidats pour 81 places Diba. Oui, en fait, les 7000, c'est si on tient un peu du nombre de courriers que le département a reçu, même avant le CNT. Alors, c'est ce qui nous amène à 7000. Par rapport aux candidatures. Vous savez, chaque département donne des numéros à des courriers. Lorsque vous déposez au secrétariat central, on vous donne un numéro. Depuis que le département a été déplacé, donc on est autour de 6000. Maintenant, sur les candidatures, vous regardez, moi par exemple, c'est autour de 555 quand j'ai déposé. Donc vous avez à ce rang-là. À ce rang-là. Donc progressivement, ça a évolué. Vous avez par exemple au niveau des structures fêtières de jeunesse, c'est autour de 300 et quelques dossiers. Et donc imaginez-vous pour 5 places et sans compter les partis politiques, les personnes ressources également. Il n'y a pas assez de problèmes, mais sauf que si on regarde globalement, il y a une forte demande parce que on dit 81 personnes, on les trouve à plus de 700 dossiers. Voilà, donc je pense que à éplucher, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation quand même a été clair sur la question. Par exemple, sur les critères, on dit il faut déposer disons un PV de désignation signé par les membres du bureau exécutif ou du conseil d'administration. Il faut également déposer un PV sur l'assemblée en général, si c'est une ONG, par rapport un peu aux changements qui sont opérés à la tête. Donc autant de dossiers qui peuvent facilement les permettre d'éliminer déjà. Parce que si vous ne respectez pas les critères à vue d'œil, on peut vous éliminer. Et également, le récépissé qu'on vous remet lorsque vous vous inscrivez, ils indiquent, est-ce que vous avez déposé par exemple votre CV, et donc à partir même du récépissé, on peut facilement éliminer les dossiers. Donc ça les permet un peu d'aller très vite.
Donc le ministre même a dit que sur la question, on va respecter la loi parce que nous allons regarder les critères qui ont été établis et ce que définit la charte de la transition, et en fonction de ça, on va systématiquement éliminer. Donc c'est dans cette dynamique qu'ils sont. Mais l'un l'autre, ce qui pose problème, c'est les partis politiques, parce que vous imaginez aujourd'hui, on se retrouve avec deux listes. D'un côté, l'ANAD et surtout le RPG Arc-en-Ciel et la COPED qui partent avec une liste, et de l'autre côté, vous avez Mamadou Sylla et toute son équipe aussi qui partent avec une autre liste. Et donc ils ont même fait une répartition, clé de répartition à leur niveau. Imaginez-vous pour le BOC, le BOC, qui aura le nombre de personnes qui équivaut à celui de l'UFR. Donc ça veut dire que on donne à l'UFR, je vais vous donner un exemple basique, 2 places, et donc on donne à BOC 2 places. Donc je me demande sur quelle base en fait ces critères ont été préétablis pour faire les choix. Mais une fois encore, je pense que le MATD va être devant ses responsabilités. Il faut faire les choix, parce que les gens ne se sont pas entendus sur les désignations. Au niveau de toutes les entités, le problème s'est posé et finalement les gens sont allés en rang dispersé. Maintenant, il revient au MATD de prendre ses responsabilités et de faire les choix en fonction des critères qui ont été prédéfinis, mais également en fonction de la charte de la transition. Faire des critères, faire des choix en fonction des critères prédéfinis. Jacques, ce qui me fait sourire depuis tout ça, c'est la surprise qui risque d'être amère pour ceux qui pensent que ça va être la même gouvernance. Ils auront de grosses cylindrées, ils auront des moyens tout particuliers. Ce sera important quand même de savoir que la gouvernance austère risque de s'inviter même au sein du CNT, Jacques. Parce que ce que nous apprenons même avec le gouvernement, c'est ce qui se dessine, l'austérité. On va voir comment il mettra tout ça en œuvre. Il y a certes des personnes qui sont aux côtés du colonel qui veulent le dissuader d'aller jusque-là. Par exemple, donner des véhicules pas trop chers ou pas des véhicules qui ne consomment pas beaucoup. Non, Jacques, il faut le dire, il voulait des véhicules, des Dacia Duster pour les membres du gouvernement. Mais bon, je pense que sur cette mesure, il pourrait reculer. Voilà, donc quand ça marche comme ça pour le gouvernement, et il faut bien se dire qu'avec d'autres institutions qui se mettront en place, il va falloir... On va leur donner des Renault Kangoo. Il va falloir pour des personnes qui viendront accepter l'esprit du sacrifice. Mais je crois que... tu veux toujours y aller avec des Renault Kangoo? Non, mais je ne crois pas qu'il ait l'intention d'aller pour ça. Non. En tout cas, pour tous ceux qui vont, il y a certes quelques-uns qui ont à l'esprit l'argent, mais il y en a d'autres qui veulent vraiment aller pour travailler. Donc, si vous avez l'esprit du sacrifice, vous y allez, même si on ne vous donne rien. Vous allez vous participer, n'est-ce pas, au travail de construction de notre République. Il y en a qui vont le faire au sein des institutions. Il y en a qui vont le faire en dehors, en participant, par exemple, nous qui animons dans les émissions, en faisant des propositions. Il y a des observateurs qui vont continuer à contribuer, mais qui le feront sans salaire, mais qui vont quand même participer à la construction de cette République. Donc, je me dis encore une fois que le CNRD doit pouvoir maintenir le cap, doit pouvoir agir comme il l'entend, bien entendu si c'est dans le sens de l'unification et surtout de la préservation de ce patrimoine. Et il faut pas gaspiller. Parce que la transition de 2008-2009 a été décriée pour cela, en tout cas pour ce côté-ci. Il y aurait eu beaucoup de manœuvres, il y a eu beaucoup de sorties d'argent. Le président Alpha Condé a dit qu'il n'avait rien trouvé. Bon, ça n'a pas été prouvé, mais en tout cas, il a dit qu'il n'avait rien trouvé dans les caisses de l'État. Il va falloir que cette transition nous permette non seulement d'asseoir des institutions, mais de ne pas vider la caisse. Les caisses de l'État. Et ça aurait été, je sais pas, ça aurait été intéressant, Maf, si on avait, façon de penser, une telle idée, comme il voulait le faire des Dacia, qu'on donne pour Conakry comme véhicule de fonction, et puis il y a un pacte pour les voitures de mission. C'est-à-dire que si vous devez sortir de Conakry, on connaît nos routes, il y a un pack de 4x4 qu'on pourrait directement affecter aux missions prévues. Est-ce que ça n'aurait pas été plus intéressant de cette façon-là? Ça aurait été une belle possibilité aussi, donc on peut l'essayer parce que...
comme on l'a dit, cette transition doit pouvoir nous permettre de rompre avec certaines pratiques. Et effectivement, c'est comme un exemple simple là, c'est comme quand, je crois que c'est toi qui l'as donné, l'exemple là, tu le donnais, j'aime bien, c'est comme quand vous donnez $8,000 à quelqu'un pour venir travailler dans un pays où on souffre de la famine. Vous voyez, c'est, voilà, c'est compliqué. Il faudrait que, lorsqu'on connaît la situation du peuple, on sait qu'il y a beaucoup de difficultés. Ce peuple a trop serré la ceinture. Donc, que les dirigeants donnent exemple. Et bien évidemment, si on peut aller avec des voitures qui ne consomment pas, c'est une très grande chose, parce que ça permet de faire des marges sur de l'argent. Et lorsqu'on trouve encore des voitures qui ne consomment pas encore, tant mieux. Moi, je pense qu'on peut aller, et quand il y a des solutions comme ce que tu dis là, avoir des voitures pour des déplacements, ce serait bien, parce qu'après, il faut pas que on se retrouve dans un fourre-tout où on laisse nous échapper de l'argent qu'on aurait pu utiliser ici. Moi, je pense qu'il est très important de voir de très près comment on peut économiser. Donc, que ceux qui viennent à la tête des institutions pendant cette transition s'apprêtent à vivre comme de simples Guinéens pour le bonheur de tous les Guinéens dans l'ensemble. Parce que si on se prive ici de vivre de façon ostentatoire, ça permet d'économiser de l'argent, par exemple, qui nous permettrait d'équiper nos hôpitaux. Dans ce cas, le riche et le pauvre, lorsqu'on est malade, on est en mesure de se soigner dans notre pays. C'est à nous de pousser ces réflexions. Les autres ne le feront pas pour nous. Même lorsque les autres veulent nous aider, il faudrait que nous-mêmes, on soit sérieux, on sache ce qu'on veut pour nous-mêmes. Maintenant, pour en venir au CNT, moi, ce que je crains à date, ce n'est pas le dépôt des candidatures, mais vous pouvez déjà envisager la suite qu'il peut y avoir. Je crains qu'à un moment donné, on ne se retrouve dans des accusations en disant, par exemple, au CNT, on a mis des personnes par copinage pour trier, donc du coup, c'est pourquoi je ne suis pas choisi. En fait, on ne s'est pas fait violence sur soi au niveau des choix. Au niveau, par exemple, des partis politiques, ils sont finalement partis en rang dispersé. Absolument. Il y a des coalitions qui ont déposé. Ils y étaient encore hier. On a vu Mamadou Silla qui a posé de son côté. Dr Fahmi Limona avec sa coalition qui a déposé. Il devait normalement figurer dans le lot des 15. Et au niveau des activistes des droits de l'homme, il y a eu le même problème. Au niveau des médias, il y a eu le même problème. On a par exemple Pendessa qui s'ajoute alors qu'on a dit médias 2, on a 3 au niveau de la presse. Et imaginez les associations de jeunes et autres, il y en a beaucoup. Donc il y a un travail sérieux qu'il va falloir faire. Il est important que dès maintenant, au niveau du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, qu'il y ait du sérieux dans le choix des hommes qui vont décanter, qu'on s'assure que ceux qui seront, je sais qu'il y a toujours des insatisfaits, mais qu'il y ait le maximum de travail pour offrir de la crédibilité, pour rassurer les gens. Ça permettra d'éviter demain des accusations gratuites qui sont de nature à jeter l'opprobre sur l'équipe qui sera choisie pour mener ce Conseil national de la transition. Absolument, il faudra plus de volonté, beaucoup de détermination pour porter ce projet de Conseil national de la transition. On revient avec la grande actualité nationale. C'est la question des retraites, mon cher Jacques. De nombreux enseignements, si tu permets Guiba, de nombreux enseignements à tirer du fichier, rien que cela, du fichier des 6300 fonctionnaires envoyés à la retraite. 6300 fonctionnaires, la liste a été publiée, mais encore une fois, ils sont en activité jusqu'au 31 décembre 2021. Donc c'est à partir du 1er janvier qu'ils partent donc à la retraite. Il y a des enseignements avant de revenir sur les problèmes majeurs qui sont soulevés depuis hier, liés notamment à la durée pour certains au sein de l'administration publique. Vous avez une idée que nous avions déjà, parce que c'était dit que notre administration est vieillissante, mais nous ne savions pas jusqu'à quel niveau, jusqu'à quelle proportion. Lorsque vous prenez la région de Conakry, parce qu'il y a eu une catégorisation par région, par préfecture, par commune. Au niveau de la région de Conakry, il s'agit bien des cadres qui partent travailler dans les mairies de Conakry. Vous avez donc la commune de Matoto
qui a le plus grand nombre. On peut bien le comprendre. C'est la plus grande commune de la capitale, mais également du pays, avec 190 fonctionnaires qui partent donc à la retraite. Au niveau des gouvernorats, c'est plutôt le gouvernorat des Farana qui vient en tête avec 50 fonctionnaires qui partent à la retraite. Et pour les préfectures, c'est les fonctionnaires qui relèvent des différentes préfectures de l'intérieur du pays, c'est Kindia avec 223 fonctionnaires qui partent à la retraite. Maintenant, au niveau des départements ministériels, vous avez c'est là-bas, le ministère de l'économie et des finances qui enregistrait jusque-là le plus grand nombre de vieux, 260 fonctionnaires qui partent à la retraite. Donc, quand on parle du ministère de l'économie et des finances, c'est effectivement des gens qui se lèvent le matin, qui partent travailler dans ce bâtiment qu'on voit à Kaloum. Pas les gens qui relèvent des démembrements, d'autant plus que ceux qui sont au niveau des préfectures sont déjà comptabilisés dans les effectifs des préfectures. Au niveau des communes également, il y a une sélection qui est faite à ce niveau. Donc ceux qui s'est levé pour aller travailler au ministère de l'économie et des finances, c'est 260 qui ont atteint l'âge d'aller donc à la retraite. Ils sont suivis par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Là, on le savait, parce que il se disait que depuis bien longtemps, les jeunes n'acceptaient pas d'y aller, ou même s'ils partaient, ils ne restaient pas au niveau du département, ils cherchent toujours à partir ailleurs, c'est pas très attrayant, etc., etc. Et donc c'est des vieux qui étaient les plus nombreux à ce niveau, 247, donc c'est le deuxième département qui arrive. Et puis il y a d'autres départements, bien sûr, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, 189, 191, et respectivement, le ministère du Travail et la fonction publique, qui fait donc ce travail également avec un grand nombre de vieux, 114. Donc il y a comme ça des chiffres importants qui reviennent par département ministériel. Maintenant, il y a, on le sait depuis hier, des personnes qui partent à la retraite avec au moins de 18 ans, moins de 20 ans de service. Ça part de 18 ans jusqu'à 2 ans. 18 ans de service sont des personnes qui ont été engagées en 2008. Et il y en a qui sont à 13 ans, 16 ans, 12 ans. Il y en a qui sont partis à 4 ans. On va s'attarder sur le cas de ces 4 ans. 4 ans, 2 ans. Ce sont des personnes qui ont été engagées en 2017, en 2019. Et également en 2015 pour ceux qui ont fait 6 ans de service. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau des dates de naissance, vous voyez qu'ils sont entre 1955 et 1960. Donc il y a même en dessous qui sont... Il y a même en dessous jusqu'à 1932. Exactement. 1932, c'est notamment... Ça c'est... 32 pour ceux qui ont été engagés en 2019, mais qui finalement ont jusqu'à 80 ans, donc l'âge civil plus de 80 ans, et puis l'année de service, des années de service seulement 2 ans. Il y a beaucoup d'explications qui peuvent être derrière, et ça c'est selon bien entendu les commentaires que nous suivions déjà en lien avec la question de la fonction publique telle que c'est fonctionné. Il y a des employés tardifs, donc des personnes qui ont cherché longtemps à intégrer la fonction publique, mais qui peut-être n'ont pas eu l'intelligence de modifier leur date de naissance, qui sont partis effectivement avec leur date de naissance. Je parle de possibilités, qui sont partis effectivement à leur date de naissance, avec leur date de naissance, qui ont donc été engagés à partir de l'an 2000 jusque maintenant. Vous voyez bien donc que même si vous n'avez que 15 ans de service, mais au niveau de l'âge normal, vous avez franchi le cap des 60 ans ou 65 ans, vous devez donc partir à la retraite. Il y a également le cas des matricules trafiqués, des gens qui ont pris les matricules des personnes soit âgées ou décédées mais n'ayant pas été déclarées, qui ont donc été engagés à la fonction publique sur la base de ces matricules-là, qui vont se voir mis à la retraite effectivement. Il y a également des erreurs possibles
Et ça, j'ai pu entendre depuis hier quelques témoignages. Il reste encore à confronter ce que ces témoignages disent avec le service informatique du ministère de la fonction publique. Vous savez, en 2019, au niveau de l'enseignement supérieur, on avait engagé quelques jeunes. Vraiment, ce sont des jeunes. Il y en a qui sont nés à partir de 1980, donc qui peuvent encore exercer valablement. Il s'est trouvé que leur date de naissance, c'était 1932 ou 1933 pour certains. Ils auraient donc signalé cette erreur au niveau du service informatique du ministère de la fonction publique. Donc pour certains, ça a été corrigé. Donc vous avez donc dans ce groupe un lot qui est donc en règle, donc qui va continuer à travailler parce que lorsque l'erreur a été signalée, ça a été corrigé. Pour d'autres, il semble que ça n'avait pas été corrigé. Parce qu'il y aurait eu des magouilles à l'époque même pour obtenir cette correction, alors que c'est un droit. Lorsque le gouvernement reconnaissait que c'était une erreur, il lui revenait quand même d'apporter la correction au niveau de la date de naissance. Mais il semble que pour cela aussi, il fallait négocier. Il fallait donner un peu pour pouvoir obtenir. Sur ce sujet, d'ailleurs, Jacques, j'ai échangé avec une personne concernée par cela, tout un lot, une 400aine de personnes, notamment engagées auprès du ministère de l'enseignement supérieur, concernés par ce type de situation. Certains ont payé. Certains ont payé de l'argent pour être d'autres ne l'ont jamais été, mais dans les jours à venir, ce que je leur ai dit, s'il y a des éléments que nous allons rechercher, on pourra justement s'en faire l'écho dans cette émission. Donc ces erreurs possibles sont à noter et peut-être que le ministère doit accepter cette confrontation pour savoir, évidemment, si le recrutement était fait à la régulière, alors on peut admettre qu'il y a eu erreur, donc qu'il va falloir corriger. Et maintenant, si ce sont des recrutements comme on en a l'habitude, c'est-à-dire en catimini, ça sera bien difficile pour les concernés d'obtenir justice et pour le ministère de la fonction publique de faire autrement. Absolument, Jacques Léo Leno sur cette question. Diba, on enchaîne directement avec vous. Je viens à vous, pardon. Diba, on enchaîne avec vous. Il y a quand même ce cas, et ça c'est typique. C'est son petit-fils lui-même qui dit ah mais ma grand-mère est décédée depuis 2013 et c'est maintenant que vous l'envoyez à la retraite. Oui. Et quand même, il y a, je sais que Madame la guerrière veut prendre la parole. Elle va se reposer un peu parce qu'elle a bataillé ces jours-ci. Voilà. Félicitations en tout cas pour tout. Et si on regarde un peu ce fichier, Tamba Zakari, parce que selon des indiscrétions, bien avant même d'aller vers ces retraités, c'est que là, c'est un principe normal. C'est conformément un peu au statut général des fonctionnaires de la fonction publique. Vous regardez l'article, la loi 027, vous regardez cette loi, on dit que pour les personnes qui doivent aller à la retraite, d'abord pour la hiérarchie A, ce sont les personnes dont l'âge tourne autour de 65 ans. Vous avez hiérarchie B et C, l'âge c'est autour de 60 ans. Vous avez aussi le personnel du rang marginal, c'est des personnes qui peuvent faire valoir le droit à la retraite à l'âge de 70 ans. Donc vous pouvez être à la tête d'un département, vous pouvez être secrétaire général, vous pouvez être au niveau de l'armée par exemple, vous occupez une division en tant que chef, donc vous pouvez aller jusqu'à 70 ans. Pour les personnes qui ont un rang marginal conformément à la loi 027. Mais au-delà, si vous regardez un peu ce fichier des soldes, mais aussi des personnes qui vont à la retraite, imaginez-vous, vous avez un cas ici, il a 6 ans de service. Alors, il s'appelle Ibrahima Khalil Silla. Il est né en 1955. Il intègre la fonction publique en 2015. Donc, il vient à la fonction publique pratiquement à 60 ans. Sachant qu'il est de la hiérarchie B. Donc, il vient à un âge déjà où il devait aller à la retraite à la fonction publique. Voilà, ça c'est un problème. Très belle observation, et ça pullule justement sur ce fichier. Ouais. Et plus loin, vous avez aussi une autre situation. Ici, lui, il vient pratiquement à la fonction publique à l'âge de 59 ans. Je cherche là, voilà. Il a 7 ans de service. Il s'appelle Seydou Magasuba. Il est né en 1955 comme toujours. Il intègre la fonction publique en 2014, c'est-à-dire 1 an avant d'aller à la retraite. Vous avez aussi un autre cas ici, alors qui a polarisé en tout cas toutes les attentions. S'il s'agit de Salimatou Kamara du ministère de la Santé, qui a 2 ans de service.
C'est-à-dire, elle vient, elle fait 2 ans de service, et hop, elle part à la retraite. Elle est née en 1933. Imaginez-vous en 1933, elle intègre la fonction publique en 2019. Ce qui est quand même hallucinant dans un pays où des réformes ont été entamées en ce sens. Donc, ce qu'il faut dire, vous vous souvenez lorsque Alpha Condé est arrivé au pouvoir? Non, Djiba, avant d'aller à ça, en fait, c'est ce que tu nous dis amène une logique bien simple. Ça fait 88 ans. Oui, 88 ans, justement. Elle accède à la fonction publique à l'âge de 88 ans. Elle est de la hiérarchie A1. Et normalement, elle devait aller à la retraite à 65 ans. Et pendant ce temps, des milliers et des milliers d'étudiants sortent de nos universités, de nos écoles, et ils n'ont pas accès à la fonction publique. Oui, allez-y, Moussaïro. Il faut espérer que ça ne soit pas des erreurs, parce que c'est quand même inimaginable que quelqu'un, on recrute quelqu'un qui a 88 ans. À la fonction publique, c'est quand même incroyable. C'est près de 3 fois l'âge du Djiba. C'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille? Mais si... Bon, je vais laisser Djiba continuer, mais c'est quand même... c'est inédit. 88 ans, tu accèdes à la fonction publique. Madame Vieux. Oui, moi je sais que ce ne sont pas des erreurs. Et surtout, je ne peux... Djiba, notre pays est beau. Oui, et surtout ce n'est pas des erreurs parce que ça vient du service informatique. Il s'est agi de faire un croisement entre le fichier des soldes, mais aussi des fonctionnaires. C'est à ce niveau le travail a été fait. Donc ça vient du service informatique. Il ne peut pas se permettre de sortir un tel fichier avec des erreurs au niveau de la datation. Donc plus loin, vous avez aussi une autre situation. Voilà, 6 ans. Déjà, on a parlé de ce dernier. Vous avez également un autre qui a 4 ans, l'autre qui a 7 ans. 7 ans, c'est Seydou Magasuba, toujours. Vous avez une autre situation que nous avons là. Voilà, les 2 ans, on en a parlé. À 18 ans, il y a 8 ans. Maintenant, ce qu'il faut dire rapidement, Tamba, c'est que l'on se souvient, le président Alpha Condé avait quand même lancé en fanfare cette initiative de recensement biométrique au niveau de la fonction publique. La question qu'il faille se poser aujourd'hui est à quoi ça servit, ce recensement biométrique? Parce que l'objectif, c'était de rajeunir et féminiser l'administration, la fonction publique. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce travail qui a été fait, c'est un coup d'épée dans l'eau au regard de ce que nous avons comme résultat quelques années après. Et l'autre aspect aussi qu'il faut souligner, j'aurais appris, selon des indiscrétions, qu'à partir, parce qu'ils ont un problème là, ça c'est bien avant même le recensement, hein. Le recensement n'a pas encore commencé, c'est ceux qui devaient aller à la retraite, c'est le fichier là qui est sorti. Maintenant, 6300, imaginez-vous, lorsqu'on va finir de faire le recensement au niveau de la fonction publique, avec tous ces cas de décès, avec ces cas de substitution de matricule, on risque de mettre à la porte une vingtaine, des milliers et des milliers de cadres. Parce que selon des indiscrétions, que si on pousse plus loin le travail, au moins 20 000 personnes vont quitter la fonction publique. 20 000 personnes risquent de quitter la fonction publique avec les cas de substitution de matricule, les décès et les abandons de poste. Les personnes qui sont à l'étranger et qui, en complicité avec les ressources humaines, parce que ce que nous apprenons, les ressources humaines, si vous avez 1 500 000 comme salaire, vous renoncez à une partie de votre salaire pour qu'on vous couvre. Et si on procède au recensement, on risque d'aller jusqu'à 25 000 personnes, alors qu'officiellement, à un moment donné, autour de 2018, on parlait de 100 000 personnes comme capacité d'absorption de la fonction publique, ce qui est tout à fait faible par rapport un peu à certains pays. Maintenant, 20 000 personnes, on risque d'aller vers ça, et ça va être vraiment un scandale dans nos pays. Et l'autre aspect qu'il ne faut pas oublier, on aurait appris, nous sommes en train d'enquêter sur cette situation, on aurait appris qu'à partir de le 5 septembre, lorsqu'il y a eu le changement de régime... Effectivement, cette information... Lorsqu'il y a eu le changement de régime, avant l'investiture du président de la République, Mamadi Doumbouya, il se susurre que 4000 personnes auraient intégré la fonction publique. En l'espace du 5 septembre, et avant l'investiture. Comment ils ont intégré la fonction publique? Tenez-vous bien, 4000 personnes. Aujourd'hui, on parle de 6300 qui défraient la chronique. 4000 personnes auraient intégré la fonction publique après le coup d'État du 5 septembre et bien avant l'investiture du président. Ils ont profité de cette situation de désordre, et parce que tout le monde, l'attention était polarisée sur comment on va mettre en place le gouvernement rapidement, ils auraient profité de cette situation pour faire intégrer des personnes à la fonction publique. Donc je pense que vivement ce travail de recensement qui va être fait en collaboration avec le MRTD, parce que c'est les hommes en uniforme qui vont être mis en avant, le ministère de l'Habitat et tout ça. Donc si cela est fait, je vous assure que on aura des chiffres qui feront tourner les têtes les plus solides, parce qu'une fois encore, il y a un travail à faire à ce niveau. Moussaïro, ces questions qui sont soulevées par ce travail des collègues ce matin,
vivement la justice, vivement la suite de tout ça. Et il faut que ceux qui sont coupables payent, parce que c'est beaucoup d'argent sur le dos du contribuable guinéen. Non, mais moi, ce que j'aimerais dire, un recrutement, ça se fait selon un besoin, selon une nécessité. Normalement, c'est quand il y a besoin. Par exemple, dans le domaine de l'enseignement, on suppose qu'il n'y a plus d'enseignants, on fait un recrutement par rapport à cela. Mais ce qui intrigue, c'est de voir quand même une personne âgée de 88 ans intégrer la fonction publique, peut-être parce qu'elle a quelqu'un de haut perché, parce qu'elle a une relation. Même 60 ans, et 60 ans, ils sont nombreux. En fait, ces questions de recrutement, c'est un peu, ça relève un peu de la morale. Par exemple, si vous prenez un jeune, serait-ce qu'un jeune, on pourrait éventuellement comprendre parce qu'il peut servir, il peut apporter quelque chose. Mais mettre quelqu'un, par exemple, qui est âgé de 88 ans, peut-être c'est pour dire, mettez-le là-bas, peut-être que ses petits-fils qui n'ont pas pu aller à l'école peuvent prendre même quand la personne décède. Parce que moi, j'ai eu à échanger quelquefois ces derniers temps avec des gens qui me disent, ah, j'ai un grand là-bas, il m'a dit de venir, d'envoyer tous mes dossiers. C'est ça le problème, en fait. Il n'y a pas de nécessité, c'est juste le fait de savoir que j'ai une relation, que je peux faire ci, je peux faire ça. Je pense qu'il faut, et en contrepartie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des gens qui sont beaucoup de jeunes, qui sortent des universités, qui sont déversés dans les quartiers, qui sont assis, qui n'ont pas d'opportunité en fait, qui n'ont pas un bras long, qui ne peuvent pas aller par exemple à côté de quelqu'un pour dire il faut m'aider, faire ci, faire ça, qui n'ont pas l'opportunité parce que les concours ne sont pas ouverts. Normalement, ça devrait être ouvert, répondre à des normes, quand les gens ont les compétences requises, ils viennent participer au concours et ils accèdent. Mais la façon dont ça a été fait ces derniers temps, c'est... Moi, en fait, en voyant ce tableau, j'espère que ce n'est pas des erreurs, parce que si ça a été jusque-là, c'est que je ne sais pas comment qualifier notre pays. C'est juste incroyable qu'on prenne une personne qui normalement doit être à la retraite, alors qu'il y a plein de jeunes qui sont assis dans les quartiers, qui veulent travailler, mais qui n'ont pas l'opportunité parce qu'ils ne peuvent pas juste s'inviter. Les plus intelligents peut-être vont dans les écoles privées où ils travaillent et ils sont payés en contrepartie. C'est finalement ce qui fait que on préfère prendre l'océan, on préfère prendre la mer, même si l'issue est souvent fatale, Caps. Ouais, le désespoir de cette jeunesse-là. Mais moi, je veux être beaucoup plus exigeant, encore une fois, par rapport à ce travail qui est fait. Pour moi, quand on parle de 6300, aux yeux des gens, c'est beaucoup. Pour moi, c'est rien. Parce que la réalité, c'est que quand on prend un petit peu... Pour aller plus loin, et ça, je le tiens aussi de sources très très sûres, un forgeron, un mécanicien de moto là, à Sigiri, comme on dit, contrôle physique. Et lui, il a pris aussi son acte, son arrêté d'engagement. Et puis il est parti, c'est là-bas on l'a pris. SAF d'hôpital de Mandiana, même chose. Même chose, ils sont dans la même situation de fraude et des cas qui pullulent. Oui. Il y en a beaucoup, mon cher Carl. Ça ne finit pas. Pourquoi je dis que les 6300 ne représentent absolument rien? Il faut se rappeler qu'en principe, à chaque année, il y a quelques fonctionnaires de l'État qui normalement sont censés aller à la retraite. Qui libèrent le fichier. Maintenant, il faut remarquer que ces dernières années, avec le président Alpha Condé, ce n'était pas le cas. Donc, ce qui fait qu'il y a eu un certain cumul pendant ces dernières années de personnes qui n'ont pas été mises à la retraite, qui ferait donc quelque part que ce nombre-là puisse être assez grand quelque part aux yeux des gens. Mais moi, je veux signaler un autre facteur qui semble être encore plus important, c'est le fait de se questionner véritablement par rapport à ces personnes qui sont derrière ce travail-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un de 88 ans puisse intégrer la fonction publique. C'est inacceptable. Parce qu'il faut ressortir le fait que certaines personnes sont derrière. Vous vous rappeliez tout de suite là, un monsieur qui vous disait que sa grand-mère est décédée depuis 2013, ce qui n'existait pas. Et maintenant, l'argent de cette... J'ai même son nom, avec tout son numéro. Voilà, et donc l'argent, le salaire que cette vieille dame devait prendre, n'est-ce pas? Il y en a combien de personnes qui sont dans la même situation et qui prenaient ces sommes d'argent-là? Et moi, je pense que c'est là où on doit beaucoup plus interpeller la justice pour faire un vrai travail. Il ne faut pas que ce travail-là se limite uniquement qu'au fait de mettre à la retraite ces personnes-là, mais plus encore ceux-là qui sont derrière ce travail-là. Et qu'on nous dise même véritablement quels sont les critères, encore une fois,
au travers desquels il recrute ses fonctionnaires de la fonction publique. Voilà pourquoi, quand vous constatez dans les différents départements, on sent qu'il y a beaucoup plus d'oisivité dans les ministères. Les gens vont, ils n'ont rien à faire, ils ne savent que faire, ils passent toute leur journée, ils rentrent parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il y a plus de personnes dans les ministères que de travail qu'ils sont censés faire. Et donc ça devient beaucoup plus du militantisme. On fait rentrer des gens parce qu'il y a des moments de campagne qui approchent pour pouvoir avoir quelque part le cœur d'un certain nombre de personnes, et tout cela au dos de l'État. C'est ce qui amène des courriers comme celui qu'on a vu la dernière fois au ministère de la Culture là-bas, avec des fautes, pendant qu'il y a des étudiants qualifiés effectivement, qui sont là, effectivement, voilà pourquoi il faut bien questionner ces critères-là. Comment ils font pour faire cette sélection-là? Parce qu'à mon avis, si ce véritable travail, s'il est fait, et ça me rappelle même ce monsieur qu'on a eu dans ce studio qui venait avec les gros dossiers, beaucoup de dossiers sur la table, le monsieur Koli Goïpogui, qui venait ici, qui dénonçait, et quelque part aujourd'hui, on commence à voir un petit peu la lumière dans toutes ces différentes définitions qu'il est en train de faire. Koli, lui aussi, n'est pas plus propre. Hein. Ouais, maintenant, à la justice de démêler le vrai du faux, pour que tout ce travail, encore une fois, soit fait. Parce qu'encore une fois, récupérer de l'argent aujourd'hui a deux avantages. Premier avantage aujourd'hui, l'année 2022 s'annonce pour la rentrée de beaucoup de jeunes désormais dans la fonction publique. Mais seconde chose, aujourd'hui, vu que notre pays, la dernière interview du colonel Mamadi Doumbouya avec la presse, il disait qu'on ne veut pas, on veut plus d'accompagnement technique. Donc quelque part, est-ce qu'il sous-entendrait que la Guinée va financer ses propres élections à venir qui demandera beaucoup d'argent? Voilà pourquoi encore une fois, il faut continuer à assainir. Mais il faut aller jusqu'au bout, parce que la réalité c'est que plus de 30 000 et quelques travailleurs risquent d'aller à la retraite. Maf, on enchaîne, merci Caps, on enchaîne avec vous tout à l'heure. Mais Guiba, c'est pas passé inaperçu d'anciens ministres qui sont aussi concernés par cette affaire-là. Voilà, Jacques. Oui. Et voilà, puisqu'on parle de ces retraités, quand même, il y a des noms qui sortent des lots. Les anciens ministres, Dr Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense aussi, est allé à la retraite. Mamadou Balo, Lansana Komara, Alpha Ibrahim Akira, Aïssatou Bella Diallo, Madi Kaba Kamara, Dr Sakouba Keita de la NSS, les ambassadeurs Fatoumata Kaba, Olga Siraden, tous admis à faire valoir le droit à la retraite. Donc ce sont aussi des noms qui ont attiré les attentions, qui aujourd'hui partent à la retraite. C'est vrai que beaucoup parmi eux, comme je l'ai dit, pour les personnes quand même qui ont un rang marginal, parce que ce sont des ministres, ce sont des directeurs de régie, pouvaient rester jusqu'à 70 ans. Donc aujourd'hui, toutes ces personnalités-là vont à la retraite. Peut-être un message rapidement, est-ce que c'est un système aujourd'hui qu'on est en train de changer avec ces départs massifs? C'est la question qu'il faille se poser. C'est la question qu'il faille se poser, parce que moi, ces départs, c'est vrai que les gens ont atteint l'âge, mais c'est comme si c'est un système aussi qui est aujourd'hui en train de tomber. Si Ahmed Kourouma était là, même si lui il n'est plus jeune, hein, mais il le disait souvent, une nouvelle génération, c'est normalement c'est ça, c'est le grand remplacement permanent au sein des administrations, pour qu'elles puissent rester vivantes. Je pense que c'est un impératif aujourd'hui. Et d'ailleurs, Maf, on a tous un ami, soit au lycée ou à l'université, qui était déjà à la fonction publique, alors que nous, on galérait avec les tapettes qu'on racolait chaque fois. Toi, tu n'as pas eu. Non, j'ai pas eu ça. Non, soyez solidaires. Non, on ne peut pas être. Moi, oui, mais Jacques, tu en as eu. Bien sûr. Ah, nous, on a eu. Non, moi, on en a eu. Tu en as eu. J'ai des amis qui étaient déjà engagés à la fonction publique, mais qui partaient à l'école. Oui, étudiants, il y en a eu. Il y en a eu dans ce pays. Non, mais sérieusement, moi, d'où il faut questionner la justice. Voilà. Donc, vous deux, d'accord, restez dans votre coin. Allez-y. On n'a pas eu. Alors, moi, je pense que ce qui se passe là, c'est un retour aux bonnes pratiques. C'est tout. C'est ce qu'on avait perdu de vue. On avait commencé à vraiment se complaire dans des situations graves qui nous conduisaient à des résultats catastrophiques, mais on était dans ça. Ce qu'on est en train de faire là, en fait, c'est la norme. Il y a des gens qui sont engagés. Au bout d'un temps, ils ont droit à la retraite pour permettre à d'autres d'intégrer la fonction publique. Tant mieux. Maintenant, ce que je peux ajouter à cela, c'est qu'il faut faire un bon travail de telle sorte que ceux qui auront désormais à recruter le feront de façon professionnelle. Oui. Parce qu'il y a eu des annonces de recrutement, n'oubliez pas. Mais après, on en sort avec quoi? Avec souvent des militants, pour la plupart, qui intègrent. Pas ces jeunes Guinéens qui ont fini leur formation, qui ont espoir d'intégrer
la fonction publique. C'est cela qu'il faut corriger. On dit aujourd'hui, recrutement à la fonction publique, il faudrait que tout le monde ait la chance d'y aller. Qu'on permette, quand il y a des tests, que ceux qui le font avec le plus de sérieux, ont de bonnes notes, puissent intégrer la fonction publique. Ça y va de notre bon fonctionnement. Tant qu'on n'ira pas vers ça, ça va être super compliqué. En Guinée, il y a beaucoup de réflexions à faire. Vous avez des jeunes, des formations aujourd'hui qui ne collent pas aux besoins sur le terrain. Ce sont des choses qu'il faut corriger. Ça permet de pouvoir placer les gens. Je constate que tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, il y a de la place qui est libérée. Mais vous allez constater une chose, parce que l'autre problème quand on parle de la fonction publique, c'est le fait qu'on s'entasse ici à Conakry parce que les gens n'ont pas envie de servir à l'intérieur. Je les comprends parce que effectivement à l'intérieur, lorsque vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas d'attache, vous n'avez rien, l'État vous prend ici à Conakry, vous enlève dans votre famille, vous envoie par exemple à Yomou. Et puis après, il n'y a pas d'accompagnement. Le salaire pose problème. Après, il n'y a aucun cadre pour que toi, fonctionnaire de l'État, tu puisses exercer là. C'est ce qui fait que, là encore, on en vient à des magouilles. Lorsqu'on vous envoie, vous faites tout pour quitter et venir à Conakry, quitte à vous asseoir dans un bureau et ne rien faire. Mais on ne veut pas rester. Ce sont des choses qu'il faut corriger, je pense. Et la mise à la retraite, oui. Donc, qu'on permette aux gens d'être déployés un peu partout, qu'on mette les conditions, qu'on mette le salaire qu'il faut. Maintenant, et pour terminer rapidement, le déploiement de ces agents à l'intérieur du pays, moi je pense que c'est capital parce qu'on a beaucoup pêché par cela. Tout se passe à Conakry. À l'intérieur, c'est comme si les Guinéens n'avaient pas d'État. Et ça doit commencer maintenant, au moment où on commence à corriger, qu'on commence maintenant à déployer, à permettre aux Guinéens d'avoir partout des administrateurs compétents. Absolument. Regard aussi sur l'intérieur. Et cette très très bonne nouvelle, on essaie d'avoir son père certainement. Maria Maba, notre compatriote, vient de rafler le concours mondial de la récitation du Saint-Coran à Dubaï, donc dans 3 variantes devant des pays arabes et africains. Si tout va bien, nous aurons son père au bout du fil dans la deuxième partie de cette émission. Et puis restez avec nous, vous qui souffrez du passeport, on parle de vous ce matin. Ils sont 4 compatriotes à intervenir, même 5 à intervenir d'Allemagne, de France, du Gabon et puis du Sénégal. Ils nous diront comment est-ce qu'ils vivent cela. Et puis, dans la deuxième partie, dès l'ouverture, le Gorko Soussaï national, c'est bien Ousmane Gawal Diallo. Il prend la parole chez nous ce matin. Restez avec nous. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, les points de vue et surtout les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Eh oh, c'est la mine.
Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi, avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Bon, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi, avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace. Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les talentueux ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Radio
Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont-de-Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Eh oh, c'est la mine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan. La plus cancanaise des radios. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Hey. Groove Station, hip hop. Groove Station, Hussein Kaba. Tous les week-ends, c'est hip hop. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre. Retour dans ce studio, la deuxième partie s'ouvre maintenant avec lecture de vos messages, mais restez avec nous pour cette actualité-là. On en parlait dès le début. C'est une question qui préoccupe tous les Guinéens, la question du passeport. La pièce semble devenue un métal rare depuis 2010, si bien que pour nos compatriotes à travers le monde, voyager pour commercer, accéder à un emploi formel et même faire valoir ses droits à la nationalité deviennent un parcours du combattant. Outre des frais particulièrement déraisonnables pour y accéder, ce sont les risques d'expulsion auxquels nos compatriotes sont exposés
exposé à travers le monde. Le passeport guinéen qui est impossible pour les Guinéens du monde. Suivez ces témoignages. C'est donc une série de témoignages ce matin de nos compatriotes de la diaspora. Lucien Blémou prendra la parole. Il est en France. Aïssatou Chérif Baldé, elle promeut une ONG en Allemagne. Elle prendra la parole. Boubacar Ba prendra la parole. Et si tout va bien, un membre de l'association des Guinéens du Sénégal prendra également la parole ce matin. Ils nous diront comment est-ce qu'ils vivent cette réalité-là. Et puis, peu après lecture de vos messages, Ousmane Gawal Diallo prendra la parole ce matin dans cette émission. On va donc faire lecture de quelques messages rapidement, la régie, si vous êtes prêts, que l'on y aille avec vous. Le premier, c'est Excellence Timbo le Guinéen qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, concernant la nomination de Monsieur Gawal à la tête du département de l'habitat et le porte-parole du gouvernement, je l'exhorte à être à la hauteur des attentes du peuple de Guinée et d'honorer cette confiance que le chef de l'État a bien voulu porter en sa personne. On continue, merci Excellence le Guinéen qui nous a écrit. Et puis Tidiane Botegueba nous écrit aussi, espace GG, de ne pas s'intéresser au cas des Guinéens du Cameroun, c'est de nous isoler de plus, car ici, nous n'avons ni ambassadeur résident et non plus un consul, par exemple, ici à Douala. Tidiane, par exemple, a vu son passeport expirer depuis 2017, mais hélas, Poutine, est-ce que tu peux t'arranger à avoir le contact de Tidiane Botegueba côté régie? Nous allons t'appeler, mon cher Tidiane, tu vas nous dire comment vous vivez cette situation là-bas. Alpha Oumar Bari nous écrit aussi: le toilettage de la fonction publique est une bonne chose. Cela permettra aux jeunes diplômés sans emploi de pouvoir faire leur entrée. Nous le savons tous, au temps de Alpha Condé, et comment se sont passés les recrutements. Il fallait que d'autres partent à 2 ans de travail. On poursuit lecture de ces messages. Baldé Tidiane nous écrit aussi: bonjour Tamba Zakari, bonjour les GG. Notre administration est totalement pourrie. En 2017, lorsqu'on faisait notre stage au ministère de la Coopération, on nous a clairement dit que si on n'a pas d'argent ou un bras long, qu'on n'a aucune chance d'être recruté. Je vous écris depuis la Côte d'Ivoire. Merci Tidiane de nous avoir écrit. Shérif Télézaz nous a écrit: bonjour monsieur Tamba, il m'a appelé monsieur. Bonjour à toute l'équipe. Shérif Télézaz depuis le Congo Brazzaville. Ah d'accord, le Congo, un professeur des Français. Voilà, je pense que tous les jours le CNRD est en train de faire des miracles. J'ai beaucoup d'amis qui sont diplômés, mais à la maison ils sont en train de faire du taxi moto. Dommage, Shérif Télézaz qui nous a écrit. On poursuit lecture des messages. Don Bosco nous a aussi écrit: bonjour les GG, bonjour Tamba. Je ne comprends pas comment les gens peuvent aller à la fonction publique à l'âge de 7 ans. Bravo au CNRD d'être venu, sinon l'eau était déjà montée. C'est trop déplorable pour un pays comme la Guinée qui forme des milliers d'étudiants par an. On continue, Don Bosco donc, qui nous a écrit. Et puis Fatoumata Keita, elle nous a aussi écrit: bonjour, la retraite est un droit, mais certains ont été retraités par anticipation. Mon père, par exemple, devait aller en 2026, mais malheureusement, il a été retraité. Je me demande quelles sont les mesures prises par rapport au cas pareil. Il peut justement faire valoir ses droits devant cours et tribunaux, ma chère Fatoumata. Et puis, Tierno Ibrahima Bari nous écrit également: ceux qui ont conduit à l'époque le recensement biométrique doivent être conduits devant la justice. Ça ne manque pas de pertinence. Mais bon, voilà. On va avancer avec lecture des messages. Cette fois, c'est Keita Mamadi Dr K qui s'invite au GG. Bonjour les GG. Les gens se battent pour une place au CNT. Moi, j'ai une proposition à faire. Tamba, le colonel n'a qu'à dire qu'il n'y aura pas de salaire et que les membres doivent s'embarquer dans les bus. Vous m'en direz des nouvelles. Toi, tu es méchant.
Oui, d'accord. On va avancer avec des messages. Patekourou Diallo est aussi avec nous à travers cette émission à grande écoute. Je soutiens publiquement Diba Milimouno. Diba Milimouno, il a toutes les valeurs pour être au CNT. Il est capable de réfléchir sur des questions de jeunesse. Il a un bon niveau de communication. Bonne chance, jeune premier. Bon, Diba, moi aussi, j'ai lu avec force, hein. Au cas où, voilà. Et puis on avance. Tierno, le véridique, nous écrit depuis le récent enrôlement et l'exigence de passeport biométrique en Guinée. Les Guinéens de l'étranger souffrent, surtout ceux qui ont des passeports expirés. Il faut une équipe dynamique et compétente pour mettre fin à ces maux. Est-ce qu'il y a un autre message à la régie? Non, mais il y en a d'autres par ici. Ils sont nombreux à écrire tous les matins. Donc, j'en lis, je vais en lire 10 heures passées de 8 minutes. Bonjour Tamba et à toute l'équipe. Cette action doit s'étendre au niveau de tous les départements. C'est tout à fait normal car le peuple doit être témoin à travers la publication de ces différentes listes de retraités. Félicitations à Ousmane Gawal, lui il a écrit Goual, à Gawal Diallo pour sa nomination comme porte-parole du gouvernement. C'est Poulo Toro Linsan qui nous a écrit. Et puis Sidiki de la team Kliwa, le centre de leadership international de West Africa, qui nous écrit: je pense que le CNRD devra questionner minutieusement les cadres du budget et ceux de la fonction publique parce qu'ils sont mouillés. Tamba, je connais une famille où les enfants ont intégré la fonction publique avant de terminer le cursus parce que leur papa était haut fonctionnaire. Bravo au colonel Doum. Voilà, on continue rapidement. Les messages font que descendre. Bonjour Tamba, c'est Abdul Karim Mouloba pour ce nettoyage au niveau de l'administration publique. Je pense qu'il veut dire merci, car ils étaient là uniquement pour détourner les fonds de développement qui étaient octroyés par les Occidentaux et considérer le budget national comme leur argent de poche. Je vous dis, l'eau va monter net. Abdul Karim Mouloba qui nous a écrit. Lamarana Yembera nous a aussi écrit. Il dit le personnel de la Banque centrale a été défonctionnalisé depuis 1987. Depuis, les agents de la BCRG sont régis par le budget autonome de la banque et non de la fonction publique. Il faut noter que Selou Dalen Diallo était un cadre de la BCRG. Et puis, Abou Poutine Banco qui nous écrit aussi, Tamba, si on n'allait au fond de cette affaire, la moitié des fonctionnaires se retrouveraient dehors. Maki Ier de Dar es Salaam, Ousmane Gawal est le symbole de la compétence. Le compte rendu d'hier était juste exceptionnel. Il va résoudre le problème foncier en Guinée. Nous demandons aux Guinéens de l'accompagner pour atteindre son objectif. Maki Ier de Dar es Salaam qui nous a écrit. Intime Diaby nous a aussi écrit: Tamba, la fonction publique guinéenne où était un foutoir énorme. Voilà pourquoi la Guinée n'a pas pu se développer. Je suis vraiment étonné de cette pagaille nationale qu'Allah maudisse la gouvernance de 58 à 2021. Nala, et toi tu n'es pas, il va pas par le dos de la cuillère. Alors on revient en ce studio maintenant. On va certainement appeler le père de cette jeune dame, même pour quelques 5 minutes. Falouba, on va l'appeler dans un instant. Moussa Yerouba, c'est une autre compatriote. Hier, on était avec Sarah Mba et à qui on re-souhaite de pouvoir être la Miss Monde. Mais il y a Maria Maba qui vient de rafler un trophée important pour le monde musulman, pour la Guinée aussi. Allez-y. Pardon, je vous ouvre le micro. Voilà, c'est... J'ai vu la vidéo de cette jeune fille quand même qui vient compétir dans le monde arabe pratiquement et qui réussit à rafler cette compétition. Je pense qu'on peut en être fier. En fait, je me dis que les enfants ont juste besoin d'être encadrés. C'est comme quand j'écoutais Saramba hier. Tu écoutes une jeune femme, malgré la jeunesse, il y a
Il y a cette sagesse, de la maturité dans ses propos, cette volonté de rassembler, de ne heurter personne, de rassembler les Guinéens autour de son combat. Ça a un seul nom, c'est de la bonne éducation. C'est de la bonne éducation, c'est de la bonne éducation. C'était juste extraordinaire. On a une autre opportunité aujourd'hui d'être fiers quand même. Cette jeune fille qui remporte ce prix. Je pense que quand vous mettez les enfants sur le droit chemin, généralement, quels que soient les efforts qu'il faut consentir, ils arrivent à le faire. Parce que, imaginez partir compétir dans un pays, dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle. Vous réussissez quand même à rafler devant les natifs. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire à saluer, à féliciter. Cette jeune fille doit être accompagnée. Et je pense qu'elle peut faire des miracles. C'est pas la première fois. Je pense qu'on en a eu une autre dans le passé qui avait également remporté une telle compétition. Et je pense qu'il y a plein de jeunes gens, que ce soit dans la langue arabe, que ce soit dans la langue française, qui sont pétris de talent. Il suffit juste de les accompagner. On a suivi, je pense qu'on avait une émission ici pendant le mois de Ramadan passé où il y avait ce concours de lecture. Quand vous écoutez certains jeunes, parce que là il y avait des jeunes filles et des jeunes garçons, je pense qu'il y a de la matière. Les gens ont juste besoin d'accompagnement et il faut s'en féliciter et être fier de ce que cette jeune fille a pu faire de ce sacre. C'est un cadeau pour tous les Guinéens dont ils peuvent être fiers. Sacre international, sacre mondial, mon cher Jacques. Je veux bien entendre ce qu'il va dire. Allez-y. Il faut et son père qu'on essaie de joindre, qui est en ligne avec quelqu'un, voilà, si on peut le lui siffler. On va prendre Falouba dans un instant pour nous parler de comment sa fille s'est préparée jusqu'à ce sacre. Allez-y. Il faut s'en féliciter. J'étais juste en train de penser à réorganiser un peu les écoles franco-arabes dans notre pays, parce que il y a quand même des plaintes de la part des fondateurs, parce que ce n'est pas public, c'est privé, c'est des gens qui mettent de l'argent pour construire, mais ils n'ont pas la possibilité d'aller au-delà, par exemple du baccalauréat. Il n'y a pas d'université ici sur place, et si les parents n'ont pas de moyens, donc après le lycée pratiquement, les jeunes ils ne partent nulle part. Je connais quelques amis qui ont fait le bac franco-arabe, qui étaient obligés de venir nous rejoindre à l'université pour faire des profils qui ne sont pas forcément destinés qui ne correspondent pas à ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. Il faut d'abord qu'on essaye de détacher un peu l'école, peut-être, ou de penser que l'école est égale à la religion. C'est-à-dire les écoles franco-arabes ne sont pas forcément liées à l'islam. C'est d'abord un apprentissage dans une langue, et c'est possible que même des gens, des enfants qui ne sont pas forcément musulmans, d'aller dans ces écoles, d'apprendre cette langue, parce qu'aujourd'hui le monde arabe est présent partout où vous allez, vous avez de l'anglais, mais vous avez également l'arabe, qui est une langue de communication, de communication mondiale. À l'époque, j'ai vu ça même dans les écoles publiques. Je me rappelle, j'ai fait une année au collège central de Kissidougou où on nous donnait les cours d'arabe. Je n'ai rien retenu quand même. Mais c'est des choses qui existaient. Je pense qu'il y a des possibilités aujourd'hui d'ouvrir cette voie, ou disons de soutenir les écoles franco-arabes véritablement dans notre pays. Je n'ai rien pu retenir malheureusement. Et c'était pas une exigence. Je pouvais ne pas valider et puis obtenir mon admission pour la 8e année. C'est le fameux CCK. Ça, c'est les gens qui connaissent pas. Voilà, nous on vous le dit. CCK à Kissidougou, un collège mythique. Et il est toujours d'ailleurs. Moussaïron, on va avoir cette fois Ousmane Gawal Diallo, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Il vient d'être bombardé porte-parole. Finalement, pour être porte-parole au gouvernement, il faut être porte-parole quelque part dans l'opposition. C'est ce qui se passe. Oui, après Aboubacar Silla, Ousmane Gawal. Il faut être porte-parole dans l'opposition. Quand même, je pense qu'il n'aurait pas pu trouver mieux dans le gouvernement. Ousmane Gawal, on l'a connu dans l'opposition, poignant dans la communication. Il n'a pas froid aux yeux quand il veut dire quelque chose, il le dit. C'est pour cela d'ailleurs qu'on l'a appelé Gorko Soussaï, c'est-à-dire l'homme qui ose. Et je pense je me dis que cette transition-là, on a quand même de la chance, parce qu'il y a de la matière, il y a des compétences. Quand nous prenons un Gawal, quand nous prenons Mori Kondé, le ministre de l'administration, c'est des jeunes en fait qui avaient la main à la pâte
Gawal, il te parle d'un domaine. Moi, il m'a impressionné à un moment. On parlait de notre métier, du journalisme, de la presse. Il te rentre dans des choses qu'il t'explique. Toi, professionnel, tu te dis, ben tiens, il a étudié, comment il a fait, il a trouvé ça où. C'est un homme de culture, en fait. Moi, c'est ce qui m'a marqué. En dehors de ça, c'est ce qu'il a fait dans sa préfecture, à Gawal, quand il était avant qu'il ne soit député et quand il a été député. On a besoin d'hommes comme ça qui ont quand même cet esprit de redevabilité par rapport à leur communauté, qui ont besoin d'avoir des résultats. Mais aujourd'hui, il a obligation de redevabilité au peuple de Guinée tout entier, pas que... Oui. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on n'en parle pas assez souvent, au-delà de l'infrastructure, dans sa ville, c'est aussi un grand agriculteur. Ousmane Gawal Diallo. Il investit en fait. Vous voyez souvent des gens ici qui ont travaillé dans ce pays, qui ont occupé des postes de haute fonction quelquefois, qui n'ont pas même un petit investissement dans ce pays-là. Même s'ils sont riches, on ne sait pas où est-ce qu'ils ont amené leur richesse. Moi, quelquefois, ça me fait mal parce que je me dis que si vous avez servi dans ce pays, si vous avez eu une certaine richesse, il faudrait qu'on reconnaisse quelque chose que vous avez fait dans votre pays. Peut-être une petite école, peut-être quelque chose. Mais Gawal, je pense qu'il n'est pas parti de rien pour être là. Et on attend qu'il y ait quand même des choses concrètes dans le département, mais aussi dans le porte-parole qu'il va assurer dès maintenant. Absolument, on espère que ça puisse bien fonctionner pour lui. Il est en ligne, Ousmane Gawal Diallo. Monsieur le ministre, bonjour. Les grandes gueules. Bonjour à tout le monde. Merci de vous prêter à nos questions ce matin. On vous a pris hier en catastrophe. Vous avez accepté quand même de prendre la parole chez nous ce matin. Nous en sommes contents. Mais pour commencer, la première, ça va être moi. Et est-ce que pour être porte-parole du gouvernement, il faut être porte-parole dans l'opposition, monsieur Gawal? Non, je ne pense pas que ce soit linéaire, ce parcours, mais disons, c'est arrivé déjà dans le passé pour M. Abakar Silla, et puis je crois que c'est en train ce qui est en train de m'arriver. Mais je pense que c'est aussi lié au fait que l'un et l'autre, on était habitués à prendre la parole publique et que ceux qui nous confient ces responsabilités en sont satisfaits. Je pense que c'est un peu lié à ça aussi. D'accord, donc l'habitude de la parole publique, Diba Milimono. Alors, monsieur le ministre, avant d'aborder les questions de fond, une question toute simple. Il y a encore quelques mois, vous étiez en détention, vous étiez prisonnier, et beaucoup d'eau a coulé sous le pont. En un temps record, aujourd'hui, vous vous retrouvez ministre de la République, aujourd'hui porte-parole du gouvernement. Si on vous disait encore quelques jours que la vie allait basculer comme ça, personne n'allait y croire. Comment vous vivez aujourd'hui ces moments? Disons avec beaucoup d'humilité, parce que les deux situations se ressemblent de part et d'autre. Il s'agit de comprendre que ce qui nous arrive et qui nous plonge dans la tristesse ou qui nous met dans une joie excessive, ce sont des situations où, en tant que croyant, je pense que le puissant essaye et nous teste aussi notre capacité à reconnaître qu'il y a peut-être quelque part des forces supérieures qui contrôlent tout ça et que nous devons être assez humbles dans l'une ou l'autre des positions. Je suis obligé de croire ainsi et de dire que les deux, ce sont des deux facettes de la même médaille en réalité, et que chaque situation doit nous rappeler constamment que nous sommes dans des positions éphémères et que cela doit nous conduire, nous interpeller à chaque instant quand nous prenons des décisions, et ça c'est fondamental. Absolument. Ousmane Gawal Diallo, tout nouveau porte-parole du gouvernement de la République de Guinée, Jacques Léoléno. Monsieur le ministre, hier, vous avez déjà commencé à rendre compte du Conseil des ministres, donc des activités du Conseil des ministres. Il y a un aspect dans votre compte rendu qui m'a intéressé. Ça concerne bien entendu la situation de Gawal, où vous avez décidé de dépêcher une mission interministérielle dans les jours à venir. Il s'agit bien de l'exploitation de l'or sur place qui était déjà présente dans le débat public sous Alpha Condé. Dites-nous-en un peu plus ce matin. Qu'est-ce que le Conseil décide concrètement pour résoudre ce problème-là? D'abord, nous avons constaté que cette activité d'orpaillage a entraîné un flux migratoire assez conséquent. Savoir que la ville de Gawal, la commune urbaine, était simplement peuplée de 10 000 personnes,
et il y a près de 70 000 personnes qui sont arrivées dans une période assez courte de 6 mois. Et cela a entraîné des bouleversements importants dans la société, aussi bien dans les mœurs. Et il y a des risques d'insécurité, il y a des risques de propagation de la pandémie qui est en cours et d'autres conséquences sur l'écologie. Donc il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent arriver. Et donc le gouvernement en a pris la mesure et a décidé de dépêcher tous les ministres sectoriels concernés, tous les ministères sectoriels concernés, d'abord pour aller faire un état des lieux, évaluer et revenir avec une solution durable qui tienne compte de ce facteur humain, donc le déplacement des populations et les conséquences que cela a entraîné sur le pays, parce qu'on ne peut pas le résoudre par la force brutale. Il y a besoin de pédagogie, il y a besoin de persuasion, il y a besoin de solutions alternatives pour la jeunesse. Et donc, nous allons constater sur place la situation et puis faire un rapport à partir duquel on pourra peut-être élaborer des solutions plus durables. Élaborer des solutions plus durables après analyse de la situation. Allez-y, Moussa Yeroba. Alors, monsieur le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Habitat, en Guinée, moi je me dis que c'est une grosse fourmilière. Est-ce que depuis votre arrivée, vous avez pu faire l'état des lieux et quel constat vous avez fait à ce niveau? Disons que nous sommes toujours dans cet exercice. D'abord, la première chose que nous avons constatée, c'est la quantité excessive de documents administratifs qui restent ici. Qui ne sont pas traités. Et ça, c'est quelque chose d'anormal. Il y a des documents qui sont là, qui ne sont pas signés depuis 2-3 ans et qui souvent n'attendent qu'une décision ordinaire avec des avis techniques favorables, avec des avis de toutes les structures concernées. Et après, on se pose la question pourquoi tel ou tel dossier reste. Ça, deuxièmement, c'est le désordre qu'il y a dans la distribution des terres dans notre pays au mépris des dispositions de la loi. C'est pour ça que nos premières communications ont consisté à faire un rappel des dispositions aussi bien du code pénal que du code foncier dans notre pays. Et ça, c'est important que les actes que nous posons soient revêtus du caractère légal et ça peut permettre de créer les équilibres et faciliter la coexistence entre les communautés, entre les citoyens. Et donc, ça, c'est un constat. Et puis, l'autre aspect, c'est l'affairisme assez important qui caractérise tous les actes administratifs. Mais je pense que ce n'est pas quelque chose qui est propre à notre département et que c'est quelque chose qui a affecté l'efficacité de l'administration et donc éloigné le service public. Nous allons donc nous atteler à normaliser un certain nombre de comportements dans ce domaine-là. Vous attelez à normaliser tout cela. Mais Ousmane Gawal Diallo, vous avez pris un acte qui a fait polémique, des commentaires qu'on a pu lire. Plusieurs ont pensé à une intrusion dans la vie privée. Alors, expliquez-nous ce qui a motivé le droit à la possession de biens privés, justement. Les gens avaient dénoncé cet acte-là. Vous, maintenant qu'on vous a, est-ce qu'il est possible d'avoir plus de clarification dans les logiques qui ont motivé cet acte que vous avez pris? C'était même le premier que vous ayez eu à prendre. Il faut savoir qu'en Guinée, le droit à la propriété est reconnu et il y a plusieurs manières de faire valoir la propriété foncière dans notre pays. Ça y va des actes d'enquête de reconnaissance du voisinage que les coutumiers peuvent se faire valoir pour dire qu'ils sont propriétaires. C'est que nous avons rappelé simplement qu'il ne faut pas confondre le droit de la propriété, celui de posséder un bien, et la possibilité de céder ce bien à un tiers. La loi dit simplement que nul ne peut vendre un terrain qui n'a pas fait l'objet d'un titre foncier préalablement. Parce que simplement, il faut que la terre que vous vendez, la parcelle que vous vendez, soit titrée d'abord en votre nom, ensuite vous pouvez le vendre à qui vous voulez et aux conditions que vous aurez arrêtées avec votre acheteur. C'est cette disposition que nous avons rappelée. Il faut le dire, le code pénal guinéen d'ailleurs criminalise dans son article 409 la possibilité de vendre une terre, un bien immobilier, bâti ou non, qui n'a pas fait l'objet d'un titre foncier, et cette peine peut aller de 1 à 5 ans d'emprisonnement et sanctionnée d'une amende de 10 à 20 millions de francs guinéens pour d'ailleurs le vendeur comme pour l'acheteur. Donc c'est ce qu'on a rappelé, que les Guinéens se rendent compte qu'ils ne peuvent pas vendre la terre qui n'a pas fait l'objet de titre foncier. Ça va réduire la possibilité de vendre à plusieurs personnes, que quand vous avez le titre foncier, vous vendez à quelqu'un, vous lui donnez le titre foncier,
et lui, il fait la mutation en son nom, et c'est ainsi qu'on peut aussi garantir la paix entre les différents acteurs du monde de l'immobilier. Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, ministre par ailleurs de l'urbanisme et de l'habitat. Allez-y, Maf. Justement, ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement. Je voudrais bien vous entendre, monsieur le ministre, sur le constat. Après quelques visites ou bien quelques lectures, c'est vrai que vous n'avez pas fait tout le pays, mais comment qualifier aujourd'hui la situation dans ce domaine? Qu'est-ce que vous trouvez? Je des regrets simplement parce que je me dis que depuis l'indépendance, la seule cité construite en Guinée, je crois que c'est la cité de Sagoya. Je crois que la cité de la Tigre date du temps colonial. C'est un regret. Quand on va au Sénégal, on voit les parcelles à Téni, on voit les cités des HLM, on voit le pareil à Abidjan et partout. Et en Guinée, qu'est-ce qu'on a à dire qu'on a fait en 63 ans? Est-ce qu'on a offert des logements conséquents en fonction de l'augmentation de la population et de l'accroissement des fonctionnaires? Je dis c'est un regret puisque le potentiel est là et les ressources aussi sont disponibles. Peut-être qu'il y a manqué des opportunités et nous allons saisir ces opportunités-là pour essayer de faire différemment. Ensuite, l'image de notre département, le ministère de l'Habitat n'est pas un ministère de la destruction. Nous ne cassons pas des bâtiments, nous en construisons. Nous ne gérons pas les conflits, nous ne sommes pas acteurs de ces conflits-là. C'est très important qu'en Guinée, qu'on considère que quand on est ministre de l'Habitat, c'est pour bâtir l'habitat. Quand il y a des contentieux, cela relève de la justice et c'est ainsi que cela va fonctionner sous ma responsabilité ici. Nous n'allons pas rentrer dans des mécanismes qui ne nous concernent pas. Je pense que les contentieux immobiliers peuvent trouver des réponses auprès de la justice et pas dans notre ministère. Des contentieux immobiliers, des réponses auprès de la justice. Sur ce cas, d'accord, allez-y. Sur ce cas, votre département, vous l'avez dit, normalement, vous ne cassez pas, vous construisez, mais vous avez trouvé sur votre table des cas, notamment celui de Kapororaï, où des bâtiments ont été cassés. Quelle va être la situation? Comment vous allez vous y prendre? Parce que les victimes sont à pied d'œuvre. Il y a même un procès qui a été intenté à l'international, mais à cause de la situation de la Guinée, je pense que le procès est aussi suspendu. Comment vous avez trouvé cette situation? Qu'est-ce que vous allez faire à ce propos? Disons que nous allons être des facilitateurs. Lorsque c'est l'État qui est accusé dans le procès, l'agent judiciaire de l'État et le ministère de la Justice vont répondre des actes au nom de l'État. Ça, c'est ça. Mais par contre, moi, j'ai prévu de rencontrer les victimes comme les acteurs qui sont là-bas et nous allons être des facilitateurs pour essayer de trouver des compromis pour sortir de cette situation. Comme le président de la transition s'est engagé, il faut que nous contribuions à rétablir la confiance, à rétablir la paix entre tous et à faciliter ainsi la réconciliation nationale. Donc là-dessus, nous sommes disponibles pour jouer à la médiation entre tous pour trouver une solution qui satisfasse à chacun des acteurs. Kapororaï, qui P2, c'est véritablement de vraies patates chaudes à devoir gérer par le ministre Ousmane Gawal Diallo. Caps, on poursuit cette interview avec vous. Alors, monsieur le ministre, le gouvernement Béavogui ambitionne la récupération des biens de l'État depuis le temps Sékou Touré jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est pas trop ambitieux? Est-ce que cela est possible véritablement? Et ma deuxième question là, sur le même volet, c'est de savoir est-ce que là-dedans, la récupération des biens de ces personnes qui ont racheté des patrimoines bâtis de l'État pendant qu'ils étaient en poste, je fais allusion notamment à Cellou Dalein Diallo, mais aussi à l'ancien Premier ministre Sidi Touré. Quel est votre regard ou le regard de votre département par rapport à ces différents dossiers? Quel va être votre rôle en tant que ministre de ce domaine? D'abord, le communiqué qui est passé, qui a été diffusé par le Premier ministre, dit clairement les termes que nous voulons utiliser. Nous allons examiner la situation au cas par cas, nous allons regarder tous les dossiers, regarder quelles sont les situations qui sont conformes à la loi et celles qui ne le sont pas. C'est déjà une distinction nette qu'il va falloir faire, puisqu'il y a des cas même de cession frauduleuse, il y a des cas de cession illégale, il y a des cas de cession parfaitement structurée, et à ce moment-là, on verra quelle réponse adaptée par situation. Et il ne s'agit pas d'avoir un remède uniforme pour l'ensemble des cas possibles. C'est pour ça que nous avons mis en place une commission qui reçoit tous les acteurs concernés, toutes les personnes concernées et
aussi nous mettons à pied d'œuvre une équipe qui va sillonner l'ensemble du pays pour déjà connaître les emplacements, connaître les situations, immatriculer les biens au nom de l'État pour qu'on puisse connaître de façon exhaustive cette situation-là. Maintenant, il ne faut pas s'enfermer aussi dans une logique. Les patrimoines de l'État, comme le patrimoine des individus, ça évolue. C'est-à-dire qu'il peut arriver à un moment donné que l'État décide de sortir des biens de son patrimoine ou d'accroître ou d'insérer des biens nouveaux dans son patrimoine. Il faut aussi que l'on comprenne que toute cette question n'est pas statique, elle évolue et nous ferons en sorte que personne ne soit lésé dans la recherche de la récupération des biens publics. Alors, on continue avec vous, Jacques. Un mot quand même, Monsieur le ministre, sur les domaines publics maritimes dont on dit aux yeux de la loi imprescriptibles. Nous avons vu la dernière fois, vous avez pris... incessibles. Donc, vous avez pris un acte également dans ce sens. Qu'est-ce qui va être fait dans les prochains jours? Est-ce qu'on va assister à une récupération, à un dégagement des espaces? À quoi peut-on s'attendre? Alors, le domaine maritime public, il faut déjà, en français facile, dire simplement que c'est des domaines normalement qu'on ne peut pas vendre. On ne peut pas vendre. Sauf que dans ces lieux, il y a eu des ventes. Alors que et l'acheteur et le vendeur savaient que c'est des lieux qu'on ne peut pas vendre. Et ceux qui ont acquis ont réalisé des investissements importants. Il faut qu'on trouve des équilibres. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, au regard de cette disposition, reprendre et détruire les biens? Ou bien il faut trouver des alternatives à cela. Maintenant, beaucoup aussi de gens qui occupent ces bordures maritimes ont fait des investissements, mais sur la base des baux commerciaux. Alors dans ces cas-là, le bien n'est pas sorti du patrimoine, ce n'est pas une vente, c'est une location. Donc elle n'est pas en porte-à-faux avec les dispositions de la loi, que simplement l'acquéreur n'a pas, enfin l'exploitant n'a pas acquis le bien, il l'exploite simplement. Donc il faut là aussi examiner au cas par cas et voir et réfléchir à des solutions sans faire souffrir abusivement ceux qui occupent ça et rappeler. Par exemple, moi je ne serais pas du tout mécontent si on disait qu'un bien a été vendu alors qu'il ne devait pas faire l'objet de vente, qu'on régularise, qu'il devienne un bail, qu'on reconvertisse la situation en bail parce que c'est la loi. Simplement, sans rentrer dans des mécanismes d'expulsion, mais en régularisant pour que le bien reste dans le patrimoine public, conformément à la loi, sans dire qu'on va casser. Ouais. Moi, on va être pragmatique pour la résolution de ces situations-là, parce que la bordure maritime, malheureusement, est occupée abusivement et souvent au mépris des dispositions de la loi. Mais la densité de la population est importante, les investissements sont colossaux, il faut tenir compte de toutes ces situations pour arriver à des équilibres qui respectent le patrimoine public et qui respectent aussi les citoyens qui occupent ces endroits-là. Donc nous allons aller au cas par cas, sans affrontement et sans violence. Aller au cas par cas, sans affrontement, sans violence. On espère en tout cas que vous n'ayez pas besoin d'en venir à cela. Diba Milimouno, oui, monsieur le ministre, pour un changement profond, et aussi il faut un toit d'étage, vous-même au sein de vos départements, parce que ces conflits souvent domaniaux que nous constatons vers Dubreka, Koya, les plans de masse, ce sont vos services décentralisés qui donnent ces plans de masse et les autres documents. Est-ce que cette complicité aussi des cadres ne doit pas être mise en avant par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport au conflit domaniaux? Qu'est-ce que vous comptez faire en ce sens par rapport à vos cadres, ça sont? Deuxième question, c'est concernant le centre directionnel de Koloma. On sait que ça défraie la chronique, ça fait jaser dans la cité avec un mètre carré qui est vendu autour de $2000 et surtout des Guinéens à l'époque qui devaient être mis en avant tels que KPC et les autres pour viabiliser le site, faire un travail. Mais sauf qu'aujourd'hui, ce sont des expatriés qui font le travail. Est-ce que vous êtes intéressé à ce centre directionnel de Koloma pour trouver une solution et éventuellement clarifier l'opinion publique par rapport à ce qui est en train de se passer de ce côté? Sur la première question, oui, il ne fait l'objet d'aucun doute que les responsables premiers de la mauvaise gestion du foncier en Guinée sont des cadres de l'administration publique, c'est qui ont, pour certains, contribué à créer des tensions entre les communautés, entre les individus dans notre pays. Et là-dessus, notre message est sans aucune ambiguïté. Cela doit cesser immédiatement. Et nous avons envoyé le message en réunion du cabinet ici, et je pense que ça a été répercuté partout. Et dans les prochains jours, tous les directeurs préfectoraux de l'habitat vont recevoir une note interne, une note circulaire,
pour rappeler que lorsqu'ils vont faire des lotissements sur le terrain, il y a un tiers qui revient à l'État. Ils nous feront exactement le bilan de ces tiers de terrain pris aux coutumiers lorsqu'ils font des lotissements, parce que malheureusement, beaucoup d'entre ces acteurs-là revendent ces terrains à leur propre compte. Et nous allons faire une comptabilité claire là-dessus pour savoir ce qui a été fait, qui a fait quoi et où sont les parts qui reviennent à l'État pour que ces biens soient immatriculés dans le patrimoine public. Parce que malheureusement, c'est une autre forme de spoliation des biens publics. Maintenant, pour ce qui est du centre directionnel de Coloma, c'est un dossier malheureusement qui est compliqué parce qu'il y a un procès judiciaire sur lequel on ne peut pas trop aller entre les différents protagonistes qui étaient candidats et bénéficiaires de là. L'État, ce qui nous concerne, c'est de veiller à ce que les engagements qui ont été pris par les différents acteurs soient respectés et dans les délais. Si cela n'est pas fait, nous allons sans aucune autre forme dénoncer, parce qu'il n'est pas normal de laisser ce cratère dans le centre de Conakry sans aucune évolution possible dans l'amélioration de l'habitat. Il faut que s'ils ne sont pas capables d'aller au bout, qu'on reconsidère le contrat et qu'on donne à ceux qui sont capables d'avancer. Pour moi, ce sera sans ambiguïté, sans aucun préjudice sur le conflit qui oppose les différentes entreprises qui interviennent et pour lequel nous ne pouvons être que des facilitateurs si nous étions sollicités, mais que c'est une affaire de justice qui est actuellement en cours et pour laquelle on n'est pas intervenu. Et on n'interviendra certainement pas entre ces entreprises. Parfait, Ousmane Gawal. Voilà, Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement. La dernière question, Caps. Voilà, alors monsieur Gawal, j'aimerais également vous entendre ce matin afin que vous puissiez clarifier un petit peu l'opinion publique sur cette question-là. C'est celle de savoir aujourd'hui quels sont vos liens avec le président Cellou Dalein Diallo de l'UFDG, quand on sait que vous êtes encore, si je ne me trompe, toujours militant de ce parti-là. Aujourd'hui, quels sont vos liens? Mais autre question également, c'est par rapport aux logements sociaux et surtout au loyer cher. Selon le diagnostic que vous avez posé, quel est le regard que vous portez là-dessus? Bon, d'abord, sur le loyer, il faut dire que nous allons nous engager sur la construction de maisons en quantité peut-être limitée, mais réaliste et qui tiendra compte des capacités de notre budget national. Mais dans les 15 prochains mois, le président de la transition remettra les premières clés des maisons sociales dans notre pays. Et là-dessus, c'est notre engagement et nous ferons tout pour arriver à cela, parce que c'est notre vocation, c'est de construire des maisons et d'aménager la terre, et nous ferons en sorte qu'on ait des résultats sur ces variables, des résultats tangibles. Maintenant, le loyer est élevé, il faut peut-être réfléchir à des normes pour moraliser cela. C'est difficile, c'est un sujet qui est compliqué, parce que pour qu'on puisse exiger des prix plafonnés, il faudrait que l'État contrôle les matériaux qui rentrent dans la construction. S'il ne contrôle pas le coût de la construction, il est difficile de fixer des barèmes élevés, mais nous pouvons, par la fiscalité, par des aménagements, inciter les propriétaires des appartements à les louer à des prix raisonnables, peut-être en réduisant le parc des appartements vides par une fiscalité plus sévère sur les appartements vides qui ne sont pas loués, qui ne sont pas occupés. On peut, par l'incitation et par la sanction, améliorer le prix des locations dans notre pays, et nous allons nous atteler à avoir une législation claire dans ce cadre-là. Maintenant, bon, pour le cas du président Cellou Dalein Diallo, on a des relations normales. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Je suis militant de l'UFDG, ça me fait l'objet d'aucune, mais je me suis débarrassé, entre guillemets, ou déchargé de toute responsabilité dans le parti pour assumer la responsabilité ministérielle au nom du président de la transition et du gouvernement. Et dans ce cadre-là, je n'interviendrai plus jamais pendant la durée de ma présence dans ce département sur des questions partisanes, et je serai pleinement engagé avec le gouvernement et défendre sa position et sa politique. Cela ne fera l'objet d'aucun doute. Monsieur Ousmane Gawal Diallo, on va quand même terminer avec ça, la direction de Yayo, là, la direction du patrimoine bâti, ce fichier base de données qui avait coûté un peu plus d'1 million de dollars à la Guinée. Qu'allez-vous faire, vous? Quelle va être l'astuce, Gawal, pour sécuriser, déjà inventorier, mais aussi sécuriser et même démocratiser l'information sur le patrimoine bâti, le patrimoine foncier, bâti, non bâti
guinéens. Et puis, toujours avec cette direction, nous avons appris, monsieur le ministre, vous allez nous aider à en avoir le cœur net, nous avons appris que des fonds de location de la cité chemin de fer auraient non pas été déposés sur le compte dédié à cet effet, mais acheminés en espèces à des particuliers responsables de la direction du patrimoine bâti. Qu'en est-il, monsieur le ministre? Je ne veux pas vraiment m'attaquer à des cadres de ce département, mais ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a aucune base de données dans notre département. Nous avons tous appris qu'il y a un système informatique qui a coûté des millions de dollars. Cela n'existe pas chez nous. Je n'ai pas trouvé ça ici, ni base de données, ni serveur, ni ordinateur qui répercute ça. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Cependant, nous avons l'ambition de créer ce qu'on appelle ailleurs le guichet unique du foncier, qui permettrait à un citoyen qui veut avoir réglé des questions foncières, puisse avoir un accès unique de l'immatriculation à l'édition du titre foncier sur son document. Des titres qui vont être plus sécurisés, qui peuvent faire appel à d'autres mécanismes. Et ça, c'est des solutions qui sont disponibles un peu partout et qui sont très peu onéreuses et qu'on peut mettre en place. Moi, je peux vous dire simplement qu'on ne connaît même pas aujourd'hui avec exactitude le nombre de bâtiments publics de l'État à l'intérieur de Conakry. Même ça, on ne connaît pas. Il n'y a pas de fiche, il n'y a pas de recensement réel des bâtiments publics dans la ville de Conakry. Je ne parle même pas de l'intérieur du pays. Et qu'à Conakry, ça n'existe pas dans ce département. Tout est géré sur des feuilles volatiles, il n'y a pas de logiciel, il n'y a même pas de listing. Moi, j'ai découvert un environnement informatique qui date des ères primaires. C'est pas du tout. De ce point de vue-là, il y a tout à créer, mais c'est du tant mieux. Ça fera partie des progrès que nous allons faire. Mais il n'y a pas de système d'information ici qui gère ça. Après, qu'est-ce qu'on fait des loyers? Il y a une période, le temps passé de l'ancien système, peut-être que ça marchait comme ça, mais clairement, toutes les structures qui avaient la possibilité de collecter des ressources financières utilisaient ces ressources financières à leur volonté sans aucune autre norme, et c'est comme ça que ça marchait. Je ne connais pas particulièrement la situation de la cité chemin de fer parce que les ressources devaient être domiciliées dans un compte séquestre. Je n'ai pas eu d'investigation, je ne sais pas où se trouve l'argent, mais il faut savoir aussi que le patrimoine bâti ne relève pas pour l'instant du ministère que je dirige, il relève du secrétariat général de la présidence, donc de la présidence, et bien que de façon naturelle, il devrait revenir à notre département, mais c'est géré ailleurs, donc je n'ai pas une visibilité plus grande sur l'utilisation des fonds issus des locations des chemins de fer et d'ailleurs. Aucun fichier, le patrimoine bâti de l'État, personne ne pourrait dire à date combien il y a de bâtisses, il y a de biens qui appartiendraient à l'État. Tout se gère sur des feuilles volatiles comme en 96 quand je faisais l'école primaire. Moussa Hiro, vous terminez cette interview avec cette question. Oui, avec cette question, on parle souvent des domaines maritimes qui sont tous accaparés, monsieur le ministre, mais le peu qui reste, par exemple, en parlant de plage, le Guinéen, il y en a ceux qui ont les moyens, qui préfèrent partir, par exemple, en Sierra Leone. Vous avez été à Dakar, vous avez vu le nombre de plages qui sont là aménagées. Chez nous, on n'en a pratiquement pas. Celles qui existent sont insalubres. Qu'est-ce que vous envisagez dans ce sens? Alors, en collaboration avec le ministère de l'administration du territoire, le ministère de l'environnement, nous avons prouvé le ministère même de la santé et celui de la sécurité. Je pense que nous allons avoir une commission interministérielle à ce niveau-là pour réfléchir sur des alternatives. Qu'est-ce qu'il faut pour embellir la ville, pour améliorer, pour offrir simplement aux Guinéens un cadre de vie meilleur, parce que cela aussi fait partie de la responsabilité de notre gouvernement. Et nous essaierons, dans la mesure du possible, d'aller de l'avant sur ces questions-là. Bien entendu, c'est un regret d'avoir autant de possibilités de plages à Conakry et qu'on soit obligé d'aller dans notre pays pour voir du sable. Je pense qu'on peut changer de politique et avoir peut-être des résultats meilleurs. Sur cette question, monsieur le ministre, vous avez tous nos encouragements, parce qu'il est très difficile d'être romantique à Conakry. Il n'y a aucun espace où aller. Et ça, c'est important pour la vie. C'est aussi ça, le cadre de vie. C'est important pour les jeunes amoureux comme M. Tamba. Mais je comprends. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions ce matin.
les mains liées. Je dis donc, je présente les excuses des grandes gueules à tous ceux qui nous ont attendus depuis ce matin. Lucien Blémou du côté de la France, Madame Baldé du côté de l'Allemagne, Boubacar Ba du côté du Gabon, et puis au Sénégal aussi où nous avions quelqu'un, je pense c'est Boté Guéba depuis le Cameroun. Vous étiez déjà prêt à prendre la parole pour nous raconter votre calvaire sur la question du passeport. Malheureusement, le temps à nous, mais je vous fais la promesse au compte de l'équipe la semaine prochaine, et ce ne sera pas vendredi, ce sera quelques jours seulement après lundi. On vous prendra sur cette préoccupation qui concerne donc beaucoup de Guinéens un peu partout à travers le monde. Merci à mon cher Dramé pour ce travail, il a permis que vous nous entendiez côté radio. Et puis Mamoudou Kondé nous a aidé à la régie télévisuelle, Poutine, l'homme solide, Mafat Hassano, tous ont aidé que vous nous entendiez côté régie. On se dit donc à lundi, dès 9h, ce sera un autre numéro tout aussi pétillant pour votre information. Merci d'avoir été des nôtres. On se dit à lundi, restez avec nous. Nos programmes continuent et vous devez rester parce que il n'y a pas mieux ailleurs. Hein.